La grande interview. Rebonjour les amis, voilà, si vous prenez l'émission en cours, c'est la deuxième partie du grand entretien où nous recevons une personnalité de l'immobilier chaque mois. En l'occurrence, il est toujours resté avec nous. Merci de votre présence, Norbert Fanchon. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Gambetta. Christine, on a l'augmentation des droits de douane, l'achat sur l'aluminium, les prix des immobiliers résidentiels neufs vont repartir peut-être à la hausse, on ne sait pas. Alors j'ai une question, oui, sur les prix des logements neufs qui intéressent éminemment nos auditeurs et lecteurs. Norbert Fanchon, on sait que dans le neuf, les prix, c'est pas comme sur le marché de l'ancien, ils évoluent, ils répondent pas simplement à la loi de l'offre et de la demande. Donc c'est difficile de les faire baisser. L'année dernière, ils avaient quand même diminué. Comment est-ce qu'ils vont évoluer, les prix du neuf ? Je vous pose la question parce qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps dans l'émission Grégory Monod, le président du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment, qui nous disait, moi, les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, ça me fait un peu peur parce que je commence à voir sur ces matériaux utilisés dans la construction des logements des hausses de prix. Et les promoteurs, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils risquent de les répercuter sur leur prix de vente. Quelle est votre opinion à ce sujet, s'il vous plaît, sur l'évolution des prix de vente ? Sur l'évolution des prix de vente, c'est composite. Mais un prix de vente, dans la promotion neuve, c'est 50% de coût de construction, 25% en gros de prix de terrain et 25% de tout ce qu'il y a autour. Alors, tout ce qu'il y a autour, c'est les honoraires de la promotion, les architectes, les taxes, les bureaux d'études. Tout ça. Oui. Donc, si vous, effectivement, votre prix de revient, en gros, c'est le terrain et les coûts de travaux. Comment vont évoluer les coûts de travaux ? Je crois que c'est Jean Gabin qui disait je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, dans une chanson il y a quelques années, et je crois qu'on en est là. On a découvert que l'Ukraine produisait la moitié des matériaux de fabrication pendant la guerre. Il y a eu une explosion des coûts de travaux. En 2022, en 2022, oui. Mais en fait, il y a eu une explosion des coûts de l'énergie, absolument dingue. Puis ensuite, il y a eu une explosion des coûts de travaux, mais on n'a pas vu le rapport immédiatement entre la guerre en Ukraine et la répercussion sur les coûts de travaux en France. Aujourd'hui, franchement, entre la hausse des droits de douane, entre $1 qui était à 1 euro quasiment il y a un mois, qui est maintenant à 1,15, entre le pétrole qui avait commencé à chuter, qui est à $75, qui est quand même plutôt bas, un risque au Moyen-Orient non négligeable que le pétrole explose à nouveau, mais comme la croissance est en berne, on pourrait avoir des taux à long terme qui baissent, parce qu'il y a moins de croissance, donc des taux qui baissent. Franchement, imaginez quelle est l'évolution des taux d'intérêt à 6 mois et quelle va être l'évolution des coûts de travaux. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on produisait plus de 400 000 logements il y a 5 ans. On va en produire 250 000 en 2024, en 2025. Donc, les entreprises vont repartir à la compétition pour avoir des marchés. Ça, c'est sûr. Donc, on va avoir sur les coûts de travaux peut-être deux effets. Une hausse sur les prix de revient des matières premières. Mais vous voyez, je n'y crois pas, parce que moi, je vois plutôt une baisse, parce que moins de croissance et plus de surproduction. Mais s'il y a un embrasement entre l'Iran et Israël et que le pétrole passe à $200, ce que je dis n'a aucun intérêt. Et puis, un besoin pour les entreprises de remplir un carnet de commandes. Et le deuxième moyen si je reviens à mon hypothèse de départ, il faut travailler sur les prix des terrains. Et les prix des terrains aujourd'hui, un terrain comme un bien immobilier, c'est un actif. Quand vous avez des taux à 1, ça a une certaine valeur. Quand les taux sont à 3 ou 4, ça a moins de valeur. Enfin, c'est un actif, c'est assez simple. Et donc, il faut revoir le prix des terrains à la baisse. Et donc, de toute manière, nous, on sortira des opérations que si on a des clients en face. C'est ce qu'on évoquait dans la première partie. Si on n'a pas de clients, si on n'a pas d'investisseurs, si on n'a pas de particuliers, on ne fera pas les opérations. Donc, quand on lance une opération aujourd'hui, on teste le marché sur un prix. Pendant des années, on a toujours pensé que l'année d'aujourd'hui, c'était 5 à 10% plus cher que le passé. C'est plus vrai. Et donc, aujourd'hui, on est effectivement plutôt sur une stabilité des prix, voire des prix qui augmentent parce qu'on est en phénomène de pénurie. Parce que les principaux clients sont des secondos accédants, donc qui revendent un bien, qui ont des capacités d'enchant et d'emprunt supérieures aux primo-accédants. Et donc, effectivement, on est sur un marché qui est en train de s'organiser, mais c'est beaucoup moins lisible, ce que j'essaye d'exprimer, beaucoup moins lisible que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc, moi, je vois plutôt des prix tendanciellement à la hausse, par un effet de pénurie. Et par contre, pour nous, à travailler dans nos prix de revient entre le coût des travaux et le prix des terrains. Alors, vous avez raison de souligner un point fondamental, c'est que l'or noir, votre pétrole à vous, c'est le foncier.
Oui. Et le foncier, alors là, c'est le bon taux. Hein, depuis 15 ans, c'est bonjour 40, au revoir 60. Quand c'est bonjour 60, c'est au revoir 200, quoi. C'est surenchère. Alors moi, je comprends le particulier dans le diffus, ce qu'on appelle le diffus, c'est le gré à gré, qui pense que son foncier, c'est la 8e merveille du monde, surtout s'il est en zone tendue. Comment on peut endiguer effectivement les prix du foncier? Vous aviez, on avait dans un entretien, dans un congrès de la FPI, d'ailleurs, voilà, un très bon congrès de la FPI, parler de la fiscalité du foncier. Oui. Parce qu'effectivement, quand on analyse la fiscalité du foncier, c'est-à-dire que celui qui détient un terrain, on peut dire que finalement, l'inflation du prix n'est pas dissuasive finalement. Est-ce que vous seriez favorable à un encadrement des prix du foncier, voire même à une planification qui vous permettrait finalement d'accéder à un prix du foncier et la possibilité d'envisager des prix de sortie, c'est-à-dire des prix de vente adaptés. Parce que à chaque fois, vous avez les politiques qui vous rentrent dedans directement en disant vous vendez trop cher, et en fait, vous leur expliquez que le coût du foncier plus le coût de main-d'œuvre et le coût de construction, vous ne pouviez pas faire autrement que de vendre à un certain prix. On est d'accord là-dessus? Vous résumez très bien la situation, et il faut même compléter la situation. Vous avez raison, entre les promoteurs, on se fait une concurrence pour avoir des terrains. Parce que vous avez raison, c'est notre or noir. Si on n'a pas de matière première, il ne faut pas d'immeuble dessus. Bon, ok. On a une part de responsabilité dans l'augmentation des prix des terrains. Mais on va rajouter quand même la responsabilité des élus locaux. Pourquoi, quand on peut faire 100 logements sur un terrain, quand on sort du bureau du maire, alors quand je parle au niveau figuratif, bien sûr, quand l'opération qu'on lance en termes de travaux, on finit entre 50 et 70 logements. Parce qu'il y a des voisins, parce que les élus ne veulent pas de travaux à la veille des municipales, pour un tas de raisons, parce qu'il y a des grenouilles, enfin tout ce que vous voulez. Pourquoi, quand on a une réglementation énergétique RE 2020 qui est l'une des meilleures du monde, pourquoi on imagine déjà 2025, 2028 ? La surenchère normative, c'est aussi la surenchère des coûts. Pourquoi, quand on est un aménageur public, alors pour être un aménageur public, et n'oublions pas qu'en Ile-de-France, on a un tiers des terrains qui sont détenus par des aménageurs publics, on a prévu des équipements publics, on a prévu des normes de bâtiments. Il faut peut-être revoir ces normes, revoir ces aménagements, parce qu'à force d'en rajouter, on augmente le prix. Donc la surenchère, elle est au niveau des politiques, au niveau des aménageurs, au niveau des normes, et je vous rajouterai même une nouvelle surenchère, c'est quand vous dites que 600 000 logements sont classés au niveau, on parlait des diagnostics énergétiques, sont classés G, donc ne sont plus louables, vous êtes en train de créer la pénurie. Donc vous êtes en train de donner l'image aux propriétaires qu'effectivement, il y a une pénurie, donc s'il y a pénurie, mon terrain, il vaut de plus en plus cher. Et donc il faut redonner de la fluidité, redonner du volume au marché, pour que les prix baissent. Donc on a tous une responsabilité. Il n'y a pas que les promoteurs. Et quand je dis ça, je ne tape pas sur les élus, les aménageurs, mais est-ce qu'on veut du logement, quoi. Vous pensez que les promoteurs ont un peu été responsables de la situation sur la flambée des prix du foncier? Moi, je me mets à la place d'un petit promoteur. Face à une major, où vous êtes 6 ou 7 sur un foncier. Moi, je pense que le client, il fait monter les prix, ça me semble logique. Et quelque part, comme vous avez tous besoin de ça pour travailler, du coup, les prix ont mécaniquement monté. Mais ça pose la question peut-être du nombre de players sur le monde de la promotion immobilière. Ça pose peut-être la question également de la nécessaire relation avec les élus locaux. Justement, en 2026, on a les élections législatives. Les élections municipales. Et on aura peut-être des législatives, c'est pas interdit. Et en 2027, on a les présidentielles. Bref, dans un premier temps, on voit début septembre avec Christine, nous ne pouvons plus interroger les maires de France. Ouais. Parce qu'ils sont en réserve, en campagne. À partir de septembre, je fais bientôt le congrès des villes de France, ils sont quand même assez fébriles. Donc pas de permis de construire quasiment un an avant les élections, parce que vous c'est pas bon. C'est pas bon pour les élections. Très clairement, vous le sentez. Ouais. Une nouvelle équipe arrive en 2026, le temps de prendre ses marques une année. Moi, je me mets à votre place, je me dis, mais waouh, le marché, il va pas repartir avant 2027. Et puis je regarde 2027, et puis je dis, 2027, il y a les élections présidentielles. C'est pas une double peine, là, c'est une triple peine. Ce que Norbert disait tout à l'heure, vous ne voyez pas de reprise du marché en 2028, oui. ce que vous nous disiez. Pour vous, c'est quoi? Nouveau président, nouvelle assemblée législative et une recomposition des élus locaux.
Oui, et se dire l'immobilier fait partie de la richesse française. Faire un logement, c'est faire société. Faire un logement, c'est produire français en France par des entreprises françaises. Et donc ça crée de l'économie, ça crée de l'emploi. C'est ce qu'on se dit là, Christine et Sylvain, c'est exactement ce que ne pense pas le président de la République, mais c'est le chef suprême en France. Il pense que l'immobilier, c'est un sujet de rente. Moi, je pense que c'est un sujet de richesse. Et on est en train de démontrer, malheureusement, dans cette crise, que quand on fait moins d'immobilier neuf, il y a moins de rentrée fiscale, il y a moins de TVA. Quand on vend moins de logements anciens, il y a moins de rentrée fiscale, parce qu'il n'y a pas les droits de mutation, ce que touchent les notaires. Et quand vous disiez, Sylvain, les promoteurs ont une responsabilité dans l'augmentation des prix des terrains, moi, je vous dis non. On est sur une libre compétition. Le sujet, c'est que le marché du logement n'est pas un marché libre. Il est réglementé par les permis de construire, réglementé par les normes que décide l'État, et on est réglementé dans le. Enfin, excusez-moi, j'ai commencé le métier il y a 25 ans. Il y a 25 ans, je faisais un truc super bien. Je produisais du logement, je produisais de la ville. Aujourd'hui, je suis un salaud de promoteur parce que je construis des logements. Et je fais le même métier. Pour certains. Non, pas pour tous les maires. Je ne parle pas des élus, je vous parle mainstream, je vous parle vis-à-vis du public. Du grand public, vous ne parlez pas spécialement. Vous voyez que le promoteur, c'est le méchant capitaliste. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que notre société a vrillé sur faire du logement, produire. Pourquoi ? À quoi bon ? Est-ce qu'on n'est pas rentré dans une partie, et je pense une partie de notre administration, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une théorie de décroissance ? Et moi, je pense qu'il faut entre 400 et 450 000 logements neufs par an. On en fait 250 000. On voit bien que l'administration française est persuadée qu'il en faut entre 150 et 200 000. 200 000 Donc, on n'est pas du tout aligné sur les mêmes chiffres. On n'est pas du tout aligné sur l'idée que le logement fait société et qu'on peut créer de la richesse là-dessus. Moi, je crois que c'est ça le sujet. Et malheureusement, est-ce qu'on en débattra au municipal, au présidentiel, parce que c'est deux moments importants et ça pourrait faire sujet, ça pourrait faire débat. On est pour ou contre. J'ai peur que ça passe à travers ou j'ai peur que la réponse soit pas la bonne. Si vous prenez les autorisations d'urbanisme, les permis de construire, qu'à périmètre constant, ils n'ont quasiment pas évolué depuis 40 ans en volume. On se retrouve dans des conflits et des crises profondes, structurelles du logement, équivalentes à celles qu'on a connues dans les années 50. Oui. La deuxième chose, c'est que la différence entre il y a 40 ans, nombre d'autorisations d'urbanisme, c'est 17 millions d'habitants supplémentaires en France. Oui, c'est le besoin de logement. On en parle tout le temps, le phénomène de décohabitation, décohabitation qui a fait exploser la demande de logement. Pression sur l'ancien, bien évidemment, avec des prix, mais de fou. On peut arriver dans certains quartiers populaires de Paris à des prix au mètre carré à la location qui peuvent monter jusqu'à 34 € du mètre, ce qui est absolument incroyable. Moi, je me demande comment les gens font pour se loger. Et je ne vous parle pas de l'acquisition sur Paris intramuros ou sur les Paris, Sylvain, vous avez la réponse. Voilà, c'est juste impossible. Peut-être le sujet. Vous avez raison quand vous dites le sujet est politique, parce que vous êtes encadré, donc votre métier est éminemment dans les mains des politiques. Vous avez absolument raison de le dire. Est-ce que, à l'instar de ce qui va se passer dans les municipales avec une campagne assez compliquée qui s'annonce, des législatives très incertaines et une présidentielle encore plus, est-ce qu'il n'y a pas peut-être l'occasion là de réunir tous ces éléments et de dire que le prochain thème de campagne, un peu comme c'était le carburant et les gilets jaunes, une espèce de gilet jaunisation autour du logement, qui est une vraie crise, parce que je regarde les chiffres, 2,5 millions de personnes en attente de logements sociaux, 2,7 millions exactement, 4,5 millions de personnes mal logées, le nombre de SDF qui a doublé sur les 10 dernières années, enfin c'est une catastrophe, quoi. On dit souvent que le logement est le sujet oublié des politiques et des campagnes électorales parce que c'est trop compliqué, trop technique, ça ne parle pas aux Français. Et je le comprends, et je comprends parce qu'on est, pour être chef d'entreprise et citoyen, on sait bien qu'il y a des sujets qui sont plus compliqués que d'autres à aborder. Moi, ce que j'ai en tête, c'est Nicolas Sarkozy en 2007. Nicolas Sarkozy en 2007, il fait campagne en partie sur le logement. Et l'accession à la propriété. Et l'accession à la propriété, puisque dans son programme, il y a l'exonération des intérêts d'emprunt sur les crédits. Et derrière, quand il prend la crise financière en pleine tête, et que le monde entier prend la crise financière, il relance l'économie française par l'immobilier. Donc, en fait, je comprends ce que vous dites, qu'il y a un sujet de campagne, mais j'y crois pas. Vous y croyez pas. Peut-être que je suis un peu maintenant devenu un peu trop vieux avec mes Le temps mal blanches. logement ne fera pas souche justement dans un mécontentement j'y crois pas. général. Je le dis différemment. J'aimerais bien, mais au bout d'un moment, je vais peut-être arrêter d'être naïf. Je crois vraiment à la position plutôt économique, création d'emplois, création de richesse. Bien sûr. Qui ça peut être un vrai thème politique, ou en tout cas peut être un thème politique choisi par un candidat
des municipales, mais vous voyez, on en parlait, Sylvain, au Salon des maires d'Île-de-France, on a vu que c'était quand même le grand oublié, le logement. Il n'y a pas eu de thématique, de table ronde lors du Salon de la MIF, réellement, dédiée au logement. Oui, c'est vrai que les franciliens les maires franciliens n'ont pas évoqué le logement. Ils ont été très préoccupés aussi par d'autres sujets. On peut les comprendre dans une certaine mesure, mais en même temps, ceci n'excuse pas le fait que le logement devient finalement cette artère par laquelle le sang coule de la société. Et vous avez raison de le dire. Il faut aussi juste rappeler ce qui est important, c'est que les amis, vous savez bien de quoi on parle, parce que vous êtes en galère pour le logement aussi, pour vos enfants, pour vous-même. C'est que s'il n'y a pas de logement neuf, les prix mécaniquement montent dans l'ancien, quoi. Oui, on revient sur ce qu'on se dit, on a un phénomène de rareté, phénomène de pénurie. Vous évoquiez très bien, Sylvain, la situation du logement qu'on a aujourd'hui en 2024, elle ressemble fortement à celle qu'on a eue entre 1950 et 1960. Il y a un truc qui s'est passé entre-temps, c'est que la France s'est désindustrialisée, et qu'on n'a pas besoin des mêmes logements au même endroit. Et il faut arrêter de penser que l'immobilier est immobile. L'immobilier est mobile parce que, Christine le rappelait aussi, à 20 ans, on a besoin d'un type de logement, à 40, d'un autre, à 60, ainsi de suite. Et en plus, la société évolue. Et on n'est pas obligé de vivre dans une grande agglomération. Exactement. Voilà. Et donc, après, la métropolisation, face à un phénomène mondial, face à quelque chose qui emballe la société, je ne vois pas bien comment la France pourrait être encore le village de Gaulois. Et donc, on a une multitude de paramètres qui font que produire du logement, c'est indispensable à faire société, indispensable, vous avez raison aussi Sylvain, pour éviter un nouveau mouvement des Gilets jaunes, parce que je reste persuadé, mais après beaucoup de choses sont passées, qu'un fondamental du mouvement des Gilets jaunes, c'était un problème de logement, de mal logement et de non-reconnaissance de personnes qui étaient logées dans en zone rurale. Merci beaucoup, Norbert Fanchon. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Gambetta. On va se retrouver régulièrement. Changez rien sur vos postes. Merci, Sylvain. Empêchez les gens de tourner en rond, parce que c'est hyper important. Je crois que vous êtes le seul. Et je crois même que vous avez été qualifié quasiment de top boy sur LinkedIn. C'est très important. Merci. Et on fera en sorte d'ailleurs que vous puissiez vous exprimer. Venez faire une tribune régulièrement sur Radio Imo. Je pense que ça serait une très bonne idée. Je rappelle qu'on peut vous trouver effectivement avec votre site internet www.groupegambetta attaché comme Léon Gambetta .fr et vous trouverez toutes les informations. On va se retrouver bien évidemment avec nous. Nouvelle séquence des experts. Vous allez poser vos questions et on va vous répondre avec nos experts de façon très pratico-pratique. Je vais y arriver et on va se retrouver dans quelques instants.